Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une certaine catégorie de commentaires que j'ai reçus, notamment sous ma vidéo dans laquelle je parle de mon questionnement sur mon orientation sexuelle. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a été grandement bien accueillie et merci beaucoup pour les messages que j'ai reçus qui étaient pour la plupart très pertinents et positif et bienveillant. Mais il y a eu quand même aussi beaucoup de messages qui en gros me disaient que je me prenais trop la tête sur les étiquettes, que de toute façon on s'en fout des cases, que ça sert à rien de se triturer l'esprit pour savoir si je suis bi, pan, lesbienne, peu importe, que j'ai juste à vivre ma vie et m'en foutre. Et bref, des gens voilà qui faisaient des réflexions en gros sur pourquoi on a besoin des étiquettes. Moi je ne veux pas d'étiquettes, je n'ai pas envie d'avoir à me qualifier, patati patati patata. Donc j'ai pris en considération ces commentaires et vu que c'est pas la première fois que je reçois ce genre de message parce que notamment typiquement quand je fais une vidéo dans laquelle j'interviewe une personne chez moi qui va parler par exemple de racisme, il y a à nouveau les mêmes commentaires qui viennent, qui disent mais pourquoi se prendre la tête avec le terme racisé, avec les étiquettes, je ne sais quoi, et bref, et c'est pas la première fois en fait qu'il y a des gens sur cette chaîne qui s'indignent dès qu'on utilise des terminologies pour définir des identités sociales. Donc je me suis dit ce serait pas mal de prendre un peu les différentes remarques en fait de ces personnes là, essayer de les expliquer en fait, essayer de comprendre pourquoi en fait oui, c'est pertinent d'utiliser des terminologies, des cases, des étiquettes parfois, pour plein de raisons que je vais t'expliquer aujourd'hui, et donc j'espère que ce sera un peu plus clair. On va donc commencer par petit 1, pourquoi utiliser des termes, des étiquettes, des cases, des mots pour pouvoir définir son identité. Alors, partons déjà d'un postulat de base que je n'ai pas inventé, c'est quelque chose qui est déjà prouvé depuis bien longtemps par diverses disciplines scientifiques, c'est que les êtres humains sont des êtres sociaux, c'est-à-dire que pour notre survie et pour le bon épanouissement de notre existence, nous avons besoin du groupe, nous avons besoin d'interaction sociale, et sans ça, notre vie risque d'être très difficile, voire impossible. Les différents groupes humains qui ont existé à travers l'histoire ont énormément changé, que ce soit en termes de configuration, en termes de taille, peu importe, mais aussi loin qu'on regarde dans l'histoire de l'humanité, on a toujours vécu à travers l'unité du groupe, et c'est ce qui nous permettait de survivre, c'est ce qui nous permettait de pouvoir combler nos besoins primaires, etc. Et l'interaction sociale est centrale en fait pour pouvoir mener à bien nos existences. Je sais qu'aujourd'hui dans une société aussi individualiste que celle dans laquelle je vis par exemple, c'est-à-dire Genève en 2020, monde occidental néolibéral, etc., la notion de groupe est peut-être un peu moins évidente que si je vivais à une autre époque, dans une autre culture, dans une autre configuration. En effet, dans ce contexte actuel, en tout cas dans lequel moi j'évolue et probablement la plupart des gens qui regardent cette vidéo, l'individu est l'unité suprême. Et il y a de très grandes chances pour que, comme moi, tu aies construit ton existence, ta perception de toi-même et ton épanouissement personnel à travers plusieurs groupes qui parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres. Parce que maintenant, l'unité de base, en tout cas dans ce fonctionnement, c'est la personne, l'individu. Mais dans les faits, on a quand même toujours besoin de groupes. C'est juste que les configurations ont changé avec le temps. Tout ça pour dire que même dans une société qui a énormément évolué et qui met l'individu au centre et qui te fait croire que tu peux tout faire par toi-même, que tu n'as besoin de personne, que tu te fais tout seul, etc. Eh ben, c'est pas vrai, parce que dans les faits, tu fais partie de différents groupes et t'en as besoin pour pouvoir te sentir exister, pour pouvoir t'épanouir tout simplement et survivre en fait. Maintenant que ce petit point est fait, revenons à notre problématique des étiquettes. Souvent, les gens qui s'indignent des étiquettes ne s'indignent que d'une certaine catégorie d'étiquettes. C'est-à-dire que si je fais une vidéo pour dire « Oh, je ne sais pas si je suis lesbienne, ou si je suis bi, ou si je suis pan, ah, je suis perdue », et ben là, paf, t'as l'armée anti-étiquette qui débarque pour dire « Mais on s'en fout des étiquettes, alors qu'en fait, des étiquettes, on en utilise absolument tout le temps, pour tout. C'est-à-dire que ta mère et ton père et ta sœur et ton frère, tu les appelles maman, papa, frérot, sœurette, de la même manière que tu peux dire lesbienne, ou bi, ou pan, ou peu importe, tu vois. Donc en fait, des étiquettes, on en utilise tout le temps, parce que juste pour pouvoir communiquer les uns avec les autres, pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir se situer les uns par rapport aux autres, on a constamment besoin de savoir comment définir une relation. Ton patron, c'est ton patron.
c'est pas ton frère, c'est pas ton père, c'est pas ton pote, c'est ton patron. C'est pour ça qu'on utilise un terme spécifique pour définir une relation spécifique. Pareil, ta mère et ton père, tu les mets pas dans les mêmes cases mentales que ton frère ou ta sœur. Et c'est pas juste une question de biologie, une question d'instinct primitif ou quoi, parce que ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, mais même les catégories familiales, même ce qu'on définit comme étant les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, tout ça, ça varie en fait d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un contexte à l'autre. Dans certaines cultures, il y a des groupes en fait qui vont utiliser des termes très précis pour définir des membres de leur famille que nous, occidentaux classiques, nous allons juste qualifier de cousins, par exemple. Sauf que dans ces groupes sociaux-là, peut-être qu'on va pas avoir le même terme pour dire le cousin du côté de la mère, que le même terme pour dire le cousin du côté du père, que le même terme pour dire le cousin du 2e ou 3e degré. Mais évidemment, quand tu dis « Ah, je te présente ma sœur », il y a personne qui dit « Mais pourquoi tu mets une étiquette? C'est juste une personne comme une autre, c'est juste une personne qui évolue comme toi dans un cercle particulier, tu pourrais juste dire son prénom et arrêter de la qualifier comme ta sœur. » Bah non, tu vas quand même utiliser le terme sœur parce que dans la société, ça permet de communiquer une information importante. Ça, j'appelle ça un téléphone et pas une bouilloire parce que dans l'esprit commun, on sait tous ce qu'est un téléphone, on sait tous ce qu'est une bouilloire. Et si je dis à quelqu'un passe-moi la bouilloire alors que je veux mon téléphone, eh ben il y aura un malentendu. Donc en fait, les mots, les termes servent à la communication. Simple as that. Et on en utilise tout le temps pour plein de catégories. Et on en utilise tout le temps pour plein de catégories différentes. Quand tu parles de ton métier, tu peux dire je suis cadre, je suis responsable, je suis employé, je suis... peu importe où tu te situes dans la hiérarchie. Mais il y a un terme en fait pour pouvoir te situer, pour pouvoir savoir où est entre guillemets ta place dans ce groupe-là. Et il n'y a rien de plus normal. Et c'est pareil en fait quand on va parler des orientations sexuelles, parce que du coup moi, en ce qui me concerne, c'est là-dessus que beaucoup de gens ont réagi, mais c'est le cas pour d'autres personnes. Si une personne racisée a besoin de dire je suis une personne racisée dark skin, le fait qu'elle précise dark skin ou light skin, pour elle ça a une importance parce que dans un contexte particulier, elle donne une information importante pour parler de sa situation dans un groupe particulier. Et c'est une information qui a tout le droit en fait d'être entendue, qui est pertinente. Beaucoup de personnes qui sont anti-étiquettes le sont que lorsqu'il s'agit d'étiquettes qui définissent des minorités sociales, parce que là tout d'un coup ça dérange. Mais si les gens utilisent ces étiquettes, c'est bien parce qu'ils en ont besoin. Alors évidemment ces besoins varient d'une personne à l'autre et d'un groupe à l'autre, mais en tout cas ce qui revient pour la majorité des groupes sociaux minorisés, c'est le besoin de reconnaissance, de pouvoir utiliser quelque chose qui de base a été dirigé contre nous pour se le réapproprier et revendiquer des droits à partir de là. Parce que oui, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas les groupes sociaux minoritaires qui se divisent volontairement de la société en utilisant des termes comme je suis noir, je suis homo, je suis femme, je suis handi, peu importe, tu vois. Mais c'est pas les groupes en question qui ont décidé de se marginaliser à travers ces termes, mais plutôt c'est parce que on les a marginalisés à cause d'un critère comme l'orientation sexuelle, la couleur de peau, le genre, peu importe, que ces groupes minoritaires ont eu besoin de réutiliser ces termes pour les faire valoir. En fait, il n'y aurait pas eu besoin d'utiliser ces termes-là, il n'y aurait pas eu besoin de se battre pour ses droits s'il n'y avait personne qui, initialement, avait décidé qu'on ne faisait pas partie du groupe dominant. Et c'est là, en fait, qu'il faut baser sa réflexion. Et le fait de débarquer en mode « je ne vois pas les couleurs, je ne vois pas les genres, je ne vois pas les orientations sexuelles, je ne vois pas le handicap, je ne vois pas ci, je ne vois pas ça », c'est une manière de se centrer sur soi et de dire parce que moi je ne le vois pas, parce que moi je ne suis pas concernée par ces violences, je veux que tout le monde le voit de la même manière que moi. Mais en attendant, les structures sociales oppressives, la violence institutionnelle, hein, on parle de violence étatique, on parle de gens qui sont mis en prison, on parle des gens qui encore aujourd'hui se font carrément exécuter à cause de ce genre de critères, moi je ne le vois pas, donc à partir du moment où moi je ne le vois pas, je veux pas que tu m'en parles. Et laisse-moi te rassurer sur le fait que la plupart des gens issus de groupes minoritaires, on est bien au courant qu'il y a plein d'autres choses dans la vie que notre orientation sexuelle, notre genre, notre couleur de peau, notre handicap, peu importe. On le sait, mais quand on parle de ces thématiques-là, il faut les nommer. Maintenant, on va passer au petit 2, qui est donc la vie privée des gens, on s'en tape. Arrêtez d'exhiber votre sexualité, arrêtez d'exhiber vos vécus, on s'en fout. Couchez avec qui vous voulez, sortez avec qui vous voulez, mariez-vous avec qui vous voulez,
nous on s'en tape. Ah, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir penser comme ça, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me dire qu'en vrai, je m'en fous, j'ai qu'à sortir avec toutes les meufs que je veux et ne pas me poser la question, franchement, j'en rêve. En effet, peut-être que toi, si t'es hétéro, tu te poses jamais la question de savoir si tu vas te faire marave dans la rue parce que tu tiens la main à ton ou ta partenaire. Peut-être que t'as pas peur d'être jeté de chez toi ou que ta famille te renie parce que tu as décidé de sortir avec ton ou ta partenaire. Peut-être que tu te poses pas la question de savoir si tu pourras avoir des enfants ou te marier parce que c'est un droit qui est acquis pour toi. Mais guess what? La majorité d'entre nous, on n'en est pas là. Pendant extrêmement longtemps, alors pour le coup je connais le cas européen, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en Europe, on considérait que ce qui se passait dans les murs d'un appartement ne concernait pas l'État, ne concernait pas la justice, les politiques publiques, tout ça, on s'en fout, ça se passe dans le privé. Donc que des femmes meurent tous les jours parce qu'elles se font littéralement assassiner par leur mari, on va pas trop en discuter parce que c'est dans le privé, c'est des affaires individuelles, des cas isolés, c'est des affaires de couple. La notion de privé n'a pas toujours été évidente et au contraire, elle a été grandement utilisée pour justement fermer les yeux sur un tas de trucs qui se passaient dans la société qu'on voulait pas trop régler, comme typiquement les violences conjugales, ou pour prendre un autre exemple, les violences faites aux enfants, les maltraitances, la pédocriminalité, ce genre de choses. C'est pas un problème de société, ça n'a rien à voir avec l'ordre social, parce que ça se passe dans la sphère privée. Et heureusement, il y a des gens qui ont dit non, ce qui se passe dans les murs de chez nous, ça doit être mis au grand jour, ça doit être dénoncé, ça doit être pris au sérieux. Parce qu'en attendant, il y a des gens qui meurent, qui sont violentés, qui sont battus absolument partout dans le monde, tous les jours, pour diverses raisons, concernant justement ces critères dont je parle depuis le début de la vidéo. Et ça a tout à voir avec l'ordre social, ça a tout à voir avec ce qui se passe dans la société de manière plus globale. Donc oui, le privé est politique. Oui, le fait que parce que je tiens la main d'une meuf dans la rue et que potentiellement un jour je vais me faire péter la gueule et arracher les dents par un mec qui supportera pas de voir deux meufs dans la rue en train de s'embrasser, oui, ce sera une affaire publique. Ça doit être réglé à l'échelle sociale. Parce que ce ne sont pas des violences, des agressions, des meurtres et des persécutions anodines ou isolées. Non, non, non. Et là, pour le coup, je vais rester sur la thématique des orientations sexuelles, mais pardon, on s'en fout de la sexualité des gens. Non mais vraiment, parce que moi, la sexualité hétéro, l'amour hétéro, j'en vois partout, tout le temps, constamment, depuis que je suis gamine. Il n'y a pas un jour de ma vie où je ne suis pas confrontée à l'intimité hétérosexuelle de quelqu'un. Que ce soit quand justement je suis dans la rue et il y a des couples dehors, que ce soit quand je regarde un film à la télé et qu'il y a des gens qui baisent, que ce soit quand j'écoute de la musique et que c'est une chanson d'amour d'un homme pour une femme. En fait, l'intimité hétérosexuelle est littéralement absolument partout. Donc quand tu hurles parce que tu vois un couple gay qui poste une photo main dans la main ou en train de s'embrasser et que tu te dis oh, mais ça vous regarde, on s'en fout d'avec qui vous couchez, etc. T'es juste en train d'étaler ton homophobie en fait. Parce que jamais de la vie tu feras pareil avec un petit couple hétéro tout mignon qui poste une photo sur Insta avec leur nouveau-né qui va dire bonjour, on vous présente Théo, il pèse 3 kg 500, etc. Et que tu vas débarquer pour dire mais on s'en fout que vous ayez eu un enfant, mais gardez ça pour vous, personne n'a besoin de savoir que vous avez eu un enfant, enfin bref. À ce sujet, je te conseille vivement soit de lire le livre Le génie lesbien écrit par Alice Coffin, soit de voir la vidéo revue que j'ai faite sur ma chaîne que tu pourras trouver dans la description, qui parle de l'importance en fait de la représentation. Et Alice Coffin n'est pas la première personne à parler de l'importance de la représentation. Des trucs aussi bête et banal que un couple qui se fait un petit bisou ou qui se tient la main ou qui juste vit quelque chose du quotidien que tout le monde peut vivre, ça doit être représenté parce que tout ce qu'il y a autour de nous, toutes ces représentations médiatiques, culturelles, artistiques, etc. nous donnent un reflet de ce qu'est la société et le monde et justement un moyen de se situer par rapport à cette réalité, ou en tout cas cette tentative de représentation de la réalité. Et quand tu es pas une personne hétérosexuelle, et que tu n'existes nulle part, et que tu as l'impression en fait que personne ne te ressemble, en tout cas, bon, c'est en train de changer, je le sais, mais c'est toujours pas gagné, et ben quand toi t'es face à ça, tu ne peux que penser que tu n'as pas d'existence légitime, ou que qui tu es n'a pas de sens, ou est mal, ou devrait être caché, et ça mène à beaucoup de souffrance. Donc c'est hyper important, je répète, le privé est politique. Petite parenthèse carreau du montage, pour du coup en revenir à la thématique principale, le fait d'utiliser des étiquettes et des cases pour définir parfois des réalités qui peuvent avoir l'air d'être purement
de l'ordre de l'intimité, ça permet de leur donner une existence concrète dans le débat social, dans l'espace politique, dans l'espace public. Et donc, le fait de nommer ces choses, ça les fait exister, ça fait que on va recentrer en fait nos réflexions autour de thématiques et de dynamiques spécifiques et de les situer dans un contexte bien précis. En l'occurrence ici, puisque c'est de ça que je parle, les violences liées à l'orientation sexuelle. On va maintenant passer au petit 3 qui est... roulement de tambour. Ça pousse au communautarisme. Alors ça vraiment, la phobie des Français, et pas que, mais je sais que c'est genre the thématique en France. Je sais que là, surtout en ce moment, il y a plein de lois, de trucs là qui sont en train d'être débattus pour combattre le séparatisme et le communautarisme, etc. Donc les gens ont peur des groupes, les gens ont peur des personnes qui se réunissent entre elles en non-mixité. Ah là là, quelle atrocité! Avant de m'étaler sur cette thématique-là et te dire ce que j'en pense, je vais te lire le post d'une personne que je suis sur Instagram qui s'appelle Ilana Weitzman, qui a récemment, enfin il y a 2 jours, elle a posté un petit texte. D'ailleurs c'est une personne très intéressante à suivre parce que, alors moi je l'ai connue grâce à la thématique du postpartum. D'ailleurs elle est autrice d'un livre qui s'appelle Ceci est notre postpartum. Elle parle aussi beaucoup d'antisémitisme parce qu'elle-même elle est juive et elle fait plein de posts super intéressants que je te conseille vraiment de lire. Et donc là, je vais te le lire, hein, j'ai le post sous les yeux. Donc en fait, elle réagit à un post de BFM TV, je sais pas si tu vas le voir, qui dit « Réunion non mixte à l'UNEF pour Jean-Michel Blanquer ». Entre guillemets, cela nous mène vers des choses qui ressemblent au fascisme. Donc elle réagit à ce tweet en disant « Non Jean-Michel Blanquer, des réunions non mixtes dans des syndicats étudiants ou partout ailleurs ne ressemblent en rien au fascisme. J'en ai ma claque de la confusion et de l'incitation à la haine quand on parle de communautés discriminées qui se retrouvent pour s'organiser collectivement. C'est quoi le souci? Ça vous fait peur le refus de se laisser écraser? Ça vous fait peur le rejet de votre système de privilèges? Ça vous fait peur que des groupes lésés prennent leur destin en main? Il semblerait que la non-mixité la plus répandue, blanche, masculine et classe supérieure, vous effraie un peu moins. Moi, je veux des espaces mixtes et des espaces non mixtes. Je veux toutes sortes d'espaces pour toutes sortes d'objectifs. Je veux des espaces réservés aux femmes pour parler de notre condition, sans que des hommes qui ne comprennent rien à nos réalités viennent changer la dynamique des échanges et des prises de parole de leur simple présence. Mais je veux également des espaces mixtes où nous pouvons travailler ensemble à un futur plus égalitaire. Je veux des espaces pour les juifs uniquement, afin de parler d'antisémitisme vécu et comment on deal avec ça, m'y sentir safe, comprise, sans biais extérieur. Mais je veux aussi des espaces avec des Français de toute confession et appartenance communautaire pour trouver les lignes de notre futur commun. C'est la même chose pour les femmes noires, pour les femmes musulmanes, pour les personnes non binaires, pour chaque groupe social qui a viscéralement et politiquement besoin de ces espaces compréhensifs. Investir des bulles dédiées ou penser des luttes avec celles et ceux qui partagent mes expériences au plus près ne fera jamais de moi une fasciste, une séparatiste ou que sais-je. Définir qui l'on est et ce que l'on veut en non-mixité est un point de départ pour réinvestir la société avec fierté et dessein politique. Cela m'inscrit encore plus fort dans une société. L'agitation politicienne face aux réunions en non-mixité à l'UNEF n'est qu'une autre manifestation du racisme ambiant. Franchement, elle a tout dit, il n'y aurait rien à rajouter. Mais comme je sais qu'il y a des personnes ici qui vont trouver un moyen de ne pas comprendre ou de faire semblant de ne pas avoir compris, je vais en rajouter une couche et répéter, voire agrémenter ce qui a été lu pour être sûr en fait que le message va passer. Des groupes non mixtes, que l'on peut qualifier de communautaires, dans lesquels se retrouve un entre-soi très fort, il en a déjà existé, et depuis toujours dans des sphères politiques extrêmement puissantes. Que ce soit dans les sphères professionnelles, en regardant qui sont les patrons, qui sont les cadres, qui sont les responsables, qui sont les personnes qui ont le pouvoir au sein d'une entreprise. Que ce soit au sein des sphères politiques, dans les assemblées, dans les réunions entre sénateurs, qui sont les présidents, qui sont les ministres, qui sont les députés. Que ce soit dans le domaine même de la science, pendant des années, des centaines d'années, des siècles, les grands scientifiques reconnus, ceux qui avaient déjà non seulement le droit, mais aussi le prestige de pouvoir étaler leur science, qui souvent d'ailleurs a été remise en question par la suite, combien de ces personnes-là ne sont pas caractérisées
par un grand point commun. Alors oui, depuis quelques années c'est en train de changer, nous avons maintenant une présidente quelque part dans le monde qui a été élue pour la première fois, une ministre qui a été élue à tel poste pour la première fois, une patronne qui a été enfin reconnue comme ayant des compétences au sein de cette immense entreprise pour la première fois. Il y a des premières fois maintenant. Le premier président noir des États-Unis, le premier ci, le premier ça. Mais est-ce que ces premiers et ces premières à avoir débarqué dans ces hautes sphères, ça veut dire que c'est bon, le monde est égalitaire, tout est réglé, il n'y a plus de discrimination dans le monde? Pas du tout, c'est juste le témoignage du fait que eh ben, c'est quand même assez triste de savoir que nous sommes en 2020 et puis c'est la première fois qu'on voit une femme trans être élue maire en fait. Genre, comment ça se fait que c'est pas arrivé avant? Et pourtant cet entre-soi, ce communautarisme qui, pardon, mais entre nous, est tellement plus violent et tellement plus dangereux, il n'est jamais défini comme étant du séparatisme et du fascisme. Est-ce que c'est vraiment plus dangereux qu'un groupe de meufs ait envie d'être entre meufs pour parler de problèmes qu'elles ont en commun? Que de savoir qu'il y a des sénats entiers où il y a des mecs de plus de 50 ans, cisgenres, hétéros, blancs, tous cathos, qui parlent du droit à l'avortement alors qu'aucun d'entre eux n'a d'utérus? Les gens adorent voir le danger dans les groupes minorisés qui se rejoignent entre eux avec tout ce discours alarmiste et très anxiogène qu'il y a notamment dans les médias sur les gens qui se radicalisent, qui créent des noyaux et qui s'extraient de la société, etc. Mais non, en fait, on est juste en train de se rassembler parce qu'on en a marre que personne ne nous laisse la place là où on devrait l'avoir. Et encore plus comique, quand tu parles d'événements non mixtes, par exemple, tu te dis, bah voilà, je vais créer un festival féministe, dans ce festival féministe, je vais donner la priorité à des personnes qui subissent le sexisme de venir, c'est-à-dire que les mecs cis hétéros, vous n'êtes pas les bienvenus dans cet événement. Ça va hurler, ça va transpirer, ça va trembloter, enfin bref, ça va être la fin du monde pour ces mecs-là, alors que ces mecs-là, tu ne les vois jamais aux événements mixtes. C'est systématique, c'est vraiment systématique, j'ai pu le prouver par A plus B toute ma vie, dès que j'ai été confrontée dans la vraie vie avec un mec cis hétéro qui se plaignait de pas pouvoir venir à des réunions auxquelles moi je participais ou à des événements, peu importe. Quand je lui posais la question, bah écoute, mais c'est pas grave, cet événement est en non-mixité choisie, mais pourquoi tu viendrais pas à tel événement mixte? Alors là, il y a plus personne. Non, mais parce que, mais nani, mais gna, ils y avaient jamais mis les pieds, même si tu leur en parlais, ils comptaient pas y aller, et c'était juste le principe de dire, pardon, mais si je suis pas le bienvenu quelque part, bah pour moi je suis pas d'accord. Sauf que t'es au courant que nous, on n'est déjà pas les bienvenus absolument partout en fait. Les événements, les réunions, les assemblées en non-mixité choisie, lorsque c'est des minorités sociales qui les organisent, ne sont là qu'en réaction d'un entre-soi qui est déjà présent dans la société auquel nous n'avons pas accès. C'est un outil nécessaire. C'est juste un moyen de pouvoir se rassembler, de mettre en commun nos vécus, nos expériences, nos idées, nos propositions, sans avoir quelqu'un qui débarque, qui pose ses couilles sur la table pour dire pardon, mais pas tous les hommes sont comme ça. Non mais tu serais pas un peu hétérophobe quand même, parce que moi je suis hétéro et je suis pas comme ça, hein. Pardon, mais ça c'est du racisme anti-blanc et je me sens offensée par ta manière de parler des blancs là. Parce que c'est vraiment ça qui arrivait, c'est-à-dire que, à nouveau pour parler des événements féministes en non-mixité sans mec cis, combien de mecs m'ont dit oui mais moi j'aimerais comprendre, moi j'aimerais que tu m'expliques. Mais frère, alors va regarder les heures et les heures de vidéos qu'il y a de disponibles sur internet et même sur ma chaîne dans lesquelles je fais cette pédagogie. Je pars de zéro, je pars du niveau débutant initial. Va là-bas. Ou juste va aux événements dans lesquels tu es le bienvenu et auxquels tu ne veux jamais aller. J'espère du coup avoir pu éclairer un petit peu le pourquoi on a autant besoin d'étiquettes dans nos vies, autant besoin de termes, autant besoin d'identité pour pouvoir revendiquer notre existence, nos droits et une reconnaissance. Si tu as des questions, des remarques, pas de soucis, vraiment n'hésite pas, va dans les commentaires, communique avec les personnes qui seront présentes et qui seront disposées à discuter. Si tu as des choses à rajouter, fais-le aussi, mais tout ce que je demande, comme d'habitude, c'est que ce soit respectueux. Je me rends compte que là, oui, ça m'a un peu remonté, tu vois, alors que j'étais partie pour faire une vidéo la plus chill du monde, mais tu vois, la réalité c'est que c'est normal que ça nous atteigne, c'est normal que quand je parle de ça, il y a une forme de douleur et d'indignation. Dans tous les cas, j'espère que même si on a pu ressentir parfois mon agacement ou ma frustration, que le message a pu passer, qu'il est
entendu que peut-être ça va répondre à certaines questions et j'espère vraiment que je ne reverrai plus de commentaires sous mes vidéos qui vont me demander d'arrêter de parler d'étiquette alors que pour moi c'est un peu genre essentiel en fait. Bon, visiblement la carotte du montage a plus de travail que d'habitude, mais c'est pas grave. Pour rappel, si tu veux m'aider à ce que je fasse mes vidéos de manière autonome et que je sois indépendante financièrement, tu peux aller faire un tour sur mon Utip et me faire un petit don si tu le veux et si tu le peux, bien sûr. Même 1 euro, ça fait déjà la différence au quotidien. Et d'ailleurs, merci infiniment aux personnes qui sont là, soit ponctuellement, soit régulièrement. Vraiment, ça m'aide énormément. Donc voilà, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.